très intéressant sur Twitter, je pense que ça va beaucoup plaire à Marc, puisqu'il y a une personne qui m'a indiqué que Scoop It était uniquement là pour polluer et justement s'emparer des publications des différents auteurs. Tu as un peu abordé le cas tout à l'heure, mais je pense que... C'est qui? Voilà, il faisait notamment référence à notre grand ami Actuligence vis-à-vis de ton article, la curation c'est de la merde, donc à toi la parole. Donc le nom est coupable? Oui, bah oui, on est là juste pour polluer, c'est évident. D'ailleurs, ça se voit aux exemples que tu as montrés qu'on n'apporte aucune valeur. Non, effectivement, il y a une vraie évolution du cycle d'information, comme je disais, qui consiste de plus en plus à recycler du contenu existant. Pendant longtemps, uniquement les créateurs avaient le droit de parole, et maintenant on pense que des gens qui ont une vraie expertise sur un sujet et qui font un vrai effort de sélection, de découverte, de mise en scène et de repartage, méritent d'exister. Voilà. Moi, par exemple, je fais de la curation sur un sujet, c'est les violons, avec une ligne éditoriale assez pointue, puisque je parle des violons acoustiques utilisés dans le jazz oriental. J'ai pas 10 millions de vues. Et je suis incapable d'écrire là-dessus, je suis incapable de le jouer. Et par contre, j'ai un degré d'expertise qui n'est pas forcément commun, et je fais ma propre recherche, et quand je trouve des violonistes ou des compositeurs, je les mets en avant, je les exhibe, mon audience bénéficie de ça, et eux-mêmes en bénéficient, à tel point que j'ai eu des contacts qui ont été pris via Facebook, où je poste parfois ma curation, par des violonistes, et même des maisons de disques, qui ont pris contact avec moi, maintenant ils suivent. Et donc j'ai vraiment créé une valeur dans le web. Cette petite valeur, effectivement, n'est pas aussi grande que si j'avais créé la musique, ou si j'avais été capable de la jouer, ou si j'avais été capable d'écrire le post dans le cadre de le post, mais c'est une valeur non nulle, réelle, qui consiste à trouver, qui consiste à mettre en avant, qui consiste à partager. Même sans Scoop It, c'est ce qu'on fait tous déjà. En général, quand je rencontre quelqu'un qui me fait cette objection, je lui demande si parfois, une fois dans sa vie, il a fait CTRL-C, CTRL-V ou retweet. Et en général, le débat s'arrête là, parce qu'on l'a tous fait. Quelle est la légitimité à le faire? La légitimité à le faire, c'est qu'il y a de la valeur à être le passeur. Créer, c'est très important, c'est fondamental, et sans les créateurs, on n'existe pas. Mais sans les passeurs, on n'existe pas non plus. Donc il n'y a pas ce sujet-là. Je ne pense pas qu'on pollue, je ne pense pas qu'on pollue davantage que Twitter qui permet le retweet, ou que Tumblr qui permet le repost, ou que n'importe quel clavier vous permet de faire une copie du URL. Je vais profiter, Marc, pendant que vous êtes là, parce que j'ai une question sur un de mes followers. Il demande qu'est-ce que vous faites comme différence entre un éditeur et un curateur? Alors, éditeur, c'est un des mots qui a été suggéré pour traduire curateur de façon plus élégante. Donc, il n'y a pas de différence conceptuelle profonde. Il y a une différence de contexte. Et contexte is king. Le contexte, c'est que la notion d'éditeur, ça existait déjà avant. Et en général, c'est fait de façon un petit peu organisée. C'est-à-dire que l'éditeur a ses sources officielles, il a sa newsroom, il a ses sources officielles, et qui travaillent pour lui, en fait. Alors que le curateur, il va chercher, il va pêcher davantage. Donc si on enlève par exemple le travail de veille d'un curateur, on n'a plus vraiment un curateur. Mais sinon, cette notion de sélectionner les meilleurs morceaux, les remettre en forme, éventuellement changer le titre pour que ça corresponde ou que ça colle à une ligne éditoriale, et puis ensuite le rediffuser, c'est vraiment du travail d'édition. Je pense que les deux différences fondamentales, c'est la façon dont on cherche. Dans un cas, l'éditeur, il a une équipe qui travaille pour lui, dans l'autre cas, le curateur est d'abord un veilleur, et puis ensuite le contexte dans lequel on parle. Mais on peut très bien parler d'éditeur, moi je parle de médiateur quand le mot curateur, j'aime bien. Merci. Combien y a-t-il de chaînes vidéo qui utilisent le bouton Scoop It, sachant que YouTube l'utilise maintenant? Alors en fait, YouTube ne l'utilise pas, c'est une extension Chrome qui permet de mettre le bouton. C'est pour ça qu'on ne le voit que sur Chrome. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on a effectivement, parmi les multiples façons qu'on a de faciliter la vie des curateurs, il y a le bookmarklet, que tout le monde connaît plus ou moins. L'extension Chrome, les gens ne le connaissent pas, mais quand vous téléchargez l'extension Chrome, vous avez le bouton qui apparaît partout, même dans Twitter, dans les boutons Twitter natifs, il y a le bouton Scoop It. Oui, je voulais savoir par contre, il y a de vos flux, vos consultations, les gens qui arrivent chez vous, etc., ils arrivent d'où? Alors, on a à peu près l'équilibre, entre un tiers SEO, un tiers partage sur les médias sociaux et un tiers direct. En fait, le tiers SEO varie un petit peu dans le temps et dans l'espace, il est un peu plus grand qu'un tiers. En fonction des nouvelles releases de Google, des fois il descend un peu, des fois il augmente un petit peu. Mais en gros c'est ça, donc le SEO marche très bien. Et la deuxième source, ce sont les partages sur les médias sociaux. Et sur les médias sociaux, on a Facebook est en premier, mais Twitter est surpondéré par rapport à sa taille réelle par rapport à Facebook, parce qu'on est essentiellement dans le professionnel. Donc on a une surpondération de Twitter et de LinkedIn par rapport au reste du monde, mais Facebook est quand même numéro 1 dans le trafic référent. Bonjour, et
fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités tout court en 2014, soit en mode gratuit ou en mode premium par Scoopit? Oui, alors on arrête. Vous en parlez. Oui, oui, tout à fait, merci. Donc on n'arrête pas. On a une équipe de 500 développeurs en Inde. Ah non, en fait, ils sont 5 à Toulouse. Donc, on n'arrête pas. Là, on a fait un grand travail de redesign où on a effectivement intégré les pages LinkedIn, la newsletter qui a été mentionnée. Merci beaucoup les gars de l'avoir mentionné, j'en avais même pas parlé, mais vraiment c'est super sympa. Et surtout toute l'analyse sémantique qui fait que maintenant on peut trier le contenu par catégorie, donc ça a été le grand saut en avant. Alors ce qu'on fait, c'est qu'entre deux grands sauts en avant, on fait beaucoup d'A/B testing sur de petites choses. Donc là, en ce moment, comme on a fini ce grand saut en avant, maintenant tu vas voir plein de petites modifications pour essayer d'optimiser. La chose peut-être notable qui doit arriver bientôt, c'est l'application Android. On a une application Android qui est pourrie, quoi, en gros, pour faire ça. Hein, ouais. Voilà, donc il faut vraiment qu'on la mette à niveau. L'application iPhone est médiocre mais utilisable. On a une très belle application iPad. Je ne sais pas si vous utilisez iPad, mais celle-là, elle marche pas mal. Et donc non, là on rentre dans une phase de petites choses, mais de petites choses très nombreuses. En fait, le premier gros travail dans la boîte, vraiment gros travail, c'est de faire de la curation des idées qu'on a pour la prochaine version. La remarque qui m'a indiqué, c'est « nous ne sommes pas un journal ». Donc qu'est-ce que vous pouvez apporter comme argument pour que la chose avance et qu'on arrive petit à petit? Si nous ne sommes pas un journal, c'est qu'il n'y est pas encore tout à fait. C'est bien le sujet. Non, il faut avancer par étapes. Et puis quand on dit les marques ou les entreprises doivent devenir des médias, on ne dit pas que tout le monde doit devenir le monde. On a envie de tout non, mais de toute façon, oui, il faut devenir un média. Peut-être que le mot journal, il y a toute une culture collée au mot journal, c'est pas exactement un journal, c'est un média qui doit se définir. Et c'est un média dans le sens qu'il faut une publication régulière, qu'il faut une ligne éditoriale, qu'il faut intéresser une audience, qu'il faut aller chercher de la récurrence et des abonnés, etc. Non, c'est vraiment, il faut devenir un média. Il faut se désengager de la notion traditionnelle, de l'image d'Épinal du journal. C'est pas un journal, mais c'est un média. Et je pense que cette personne, si elle utilise le mot journal, elle se trompe, mais si elle fait la même phrase avec le mot média, c'est qu'elle n'est pas encore dans le degré de maturité qui fait qu'elle est prête à attaquer cette chose-là. Mais bon, on peut y aller par étapes. On commence par se tester un petit peu sur Twitter. Enfin, le truc le plus remarquable des gens qui n'ont pas compris ça, c'est ceux qui ont un blog. C'est à peu près toutes les boîtes du monde ont un blog, parce qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas de blog, on n'existait pas. Et puis le blog, la première semaine, il y a eu 2 blog posts fabuleux, et puis les prochains mois, un demi-blog post, et puis la prochaine année, même Google ne le trouve plus, quoi. Et pourtant, ils sont devenus ce qu'on dit, c'est devenir un média. On se fiche de la forme, parce que le forme, c'est une page Facebook, une ligne Twitter, un Scoopit ou un ensemble de tout ça. Moi, je pense que la réponse est un ensemble de tout ça. On se fiche de la forme, mais il faut avoir cette notion de média, c'est-à-dire de nourrir une audience et d'aller chercher de la fidélité, de la récurrence chez cette audience-là, comme un journal. Disons que ce qui a été vu, c'est le côté business, le côté opérationnel, veille, collecte de projets, etc. Mais toute la partie création d'une communauté et avoir une visibilité auprès de clients. Mais il y a un autre aspect, c'est pourquoi devenir un média. Donc il y a la réputation, qui est difficile à mesurer en termes de ROI, mais dont on sait qu'on ne peut pas se passer. Il y a la visibilité, donc le trafic pragmatique qui se mesure, et puis après il y a le lead gen, c'est-à-dire de passer à un acte d'achat. Les gens qui ont atteint un certain degré de maturité dans la notion de devenir des médias, cherche à transformer. Donc on a plusieurs points de mesure en fonction de la maturité dans laquelle on est. Et quand on parle en business, on parle B2B, à un moment donné, on a quand même envie d'avoir des clients. Et ces clients-là, ils vont venir et être fidélisés et être récurrents, pour autant qu'on arrive à s'engager avec eux de façon régulière. Et on arrive en bout de chaîne à calculer de leur vie. Pour compléter, Gabriel d'1 minute 30. Juste pour dire, être un média aujourd'hui, c'est un actif d'un business. Sinon, vous devez acheter de la pub ailleurs. La pub coûte cher. Devenir votre propre média, c'est une façon d'avoir moins recours à la pub, qui marche de moins en moins en termes de taux de clic, de visibilité, qui a de plus en plus de sources. Donc c'est une vraie façon de pouvoir devenir son propre média et convertir son audience en client. Nous, c'est notre signature. Et c'est vraiment de se dire, je suis moins dépendant de la pub, je crée ma propre audience, je la cible sur mes sujets d'intérêt, comme ça je suis sûr que les gens qui lisent mon média sont des gens pertinents pour ce que je vends et pour ce que je fais. Et à partir de là, on a tous cette capacité-là. Scoopit est un super outil pour le faire à moindre coût, en commençant par de la curation, etc. Il faut en profiter, quoi. Et c'est vraiment un aspect du business. Je suis convaincu, là. Non mais je peux essayer de convaincre votre directeur. Il peut y avoir un frein supplémentaire et vous envoyer des gens sur vos concurrents.
Mais il suffit de pas faire de la curation, c'est concurrent. Moi je dis, quand on fait de la curation, moi je considère que sa ligne éditoriale va être composée de beaucoup de créations, et c'est ce que permet aussi Scoopit d'intégrer ses propres blog posts à l'intérieur de l'outil. Je trouve que c'est hyper important, surtout quand on est expert. Et après, on ne va pas faire de la curation de ses concurrents, sinon effectivement c'est de la pub pour le concurrent, ce qui n'est pas très pertinent. Mais on peut aller chercher aux États-Unis ce que font des confrères américains, on peut aller curer sur des domaines connexes, donc il faut trouver la bonne ligne éditoriale qui permet de renforcer sa propre expertise, pas mettre en lumière l'expertise des concurrents parce que là on ne fait pas le bon boulot, et aller mettre en lumière ce qui se fait par contre dans le reste du monde parce qu'il n'y a pas de concurrents. Un espace, c'est pas vous et vos concurrents. C'est vous et un écosystème. Dans lequel il y a des concurrents, mais il n'y a pas que ça. Finalement, un bon exemple que je pense à citer spontanément là-dessus, c'est de regarder ce que EDF fait sur le blog et même sur leur site. Ils veulent parler de sujets qui sont des sujets un petit peu délicats, comme par exemple le développement durable ou la facture d'électricité ou la sécurité du nucléaire. C'est des sujets qui sont super compliqués. Si EDF ne parle que à son nom, aussi compétent et pertinent soit-il, ils ne vont pas avoir le max de crédibilité. Bah oui, ils nous vendent notre sauce. Donc ils font parler l'écosystème, ils font parler l'environnement, les spécialistes, les blogueurs, les journalistes, les experts, tous les gens qui ont des opinions qui leur intéressent, ils les font parler, et c'est de la curation de l'écosystème, mais ils ne curent pas sur leurs concurrents. Incidemment, les concurrents d'EDF, il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais il ne faut pas considérer, oui, il y en a quand même, il ne faut pas considérer qu'un espace, c'est soi et ses concurrents. C'est tout un écosystème, et il faut embrasser cet écosystème, et quand on devient le point névralgique de notre espace, c'est-à-dire tout l'écosystème moins les concurrents, on a une grande longueur d'avance sur les concurrents. Peut-être apporter un argument pour madame. Curer et mettre à l'extérieur sa curation, en B2B, c'est rendre un service à ses clients. Parce que tout le monde n'a pas le temps de faire le tri, tout le monde n'a pas le temps d'avoir un point de vue sur un écosystème et un marché. Et donc, on peut dire on devient un média, on fait de la visibilité, mais on rend un vrai service. On fait gagner du temps à ses interlocuteurs, on leur fournit un travail avec une vraie expertise. Donc je dirais, l'utilité, c'est devenir expert. Et être expert, c'est aussi parler de ses concurrents, parce que ça fait partie de l'écosystème. Alors on n'est pas obligé d'en dire beaucoup de bien, on n'est pas obligé d'en parler souvent, mais les faire disparaître du système, c'est pas une bonne stratégie à mon sens du tout en B2B. Ils font partie de la vie de l'écosystème. Et être expert d'un système, c'est savoir ce qui se passe partout et en parler, avec une analyse, mais c'est rendre un service. Et ce service-là, c'est ça la raison d'aller dehors déjà, surtout en B2B. C'est le premier argument, parce qu'effectivement, peut-être que lui parler de médias, lui parler de com, c'est compliqué, mais rendre un service, c'est déjà aller vers le commercial. Et vous venez de définir le service apporté par un média. Oui, non, mais si on veut éliminer ce côté je suis dans un journal, ça me fait peur, on rend un service à des interlocuteurs commerciaux. Commencez par lui suggérer de faire un topic sur votre Facebook, sur ce qui se dit sur vous dans la presse. Son ego sera satisfait en fait. C'est le meilleur moyen de le séduire. Une nouvelle question sur Twitter qui a été... Non, je te promets que c'est pas une attaque. C'est une question de la part de Alban Bigot, qui n'est peut-être pas dans la salle. Ah pardon. Sans Twitter, on ne se connaissait pas. Alors ça, on va couper au montage. Mais Alban va certainement prendre la parole. Mais alors, je te la pose et si tu veux, tu rajoutes un petit complément. Donc, pour un commercial, quels sont les avantages pour augmenter sa prospection et donc ses ventes? Alors, vous avez abordé, toi comme les autres, déjà rapidement, chacun son retour d'expérience. Si on devait conclure en 140 caractères, puisque du coup la réponse, on va devoir la formuler à Alban Bigot Tweetos, qu'est-ce que vous diriez? Réputation toi comme les autres, et trafic mesurable. Et dans une version ultérieure qui arrive pour reprendre votre question, lead gen. Ouais, c'est ce qui a été mentionné précédemment. Aujourd'hui, le lead gen, on peut le faire parce qu'on a une API qui permet aux gens d'intégrer ce qu'ils veulent en mode premium. Et ensuite... Et je viens de Toulouse, je suis pas venu en vélo. Et donc le lead gen sera intégré dans le produit en mode premium également. Mais réputation, trafic, ça c'est quelque chose sans lequel on ne peut pas faire de business à long terme. Merci. Merci pour
fois les ça. Thème du Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pour les personnes? Oui. J'en ai une sur l'utilisation plus institutionnelle. Est-ce que vous avez eu retour d'expérience d'institutions ou d'organisations associées? Oui, oui, tout à fait. Alors, ça, j'avais montré le portail du gouvernement, qui est relativement institutionnel. On a 2 belles références start-up, c'est All My Apps et le gouvernement français. Mais avant le gouvernement, qu'on a donc rencontré grâce à Publicis, avant ça, on avait déjà pas mal d'utilisation en institutionnel. Notre premier client premium en France, en fait, ça a été le Conseil général du 33. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui organisaient leur revue de presse. C'était une chose qui était intéressante qui a été dite. C'est des gens qui ne commencent pas forcément par curer sur leur écosystème, mais sur eux-mêmes, pour connaître leur footprint, en fait, leur empreinte. Et ça leur permet de diffuser l'info en interne, très connu. Et comme on a eu du succès sur ces choses-là, on est poussé à l'étape d'après, où on a maintenant intégré, grâce à notre API en mode premium, Scoopit dans des blogs ou des sites de plusieurs conseils généraux et organisations. On a aussi des organisations caritatives, donc à but non lucratif, qui nous utilisent, on peut considérer ça comme des institutionnels. Et en termes d'outils de veille et de partage de connaissances, même si derrière il n'y a pas, dans ces cas-là, de notion de ROI ou d'hygiène, en général, on a toujours un besoin de savoir ce que le monde dit de nous, ce que le monde dit de notre environnement, de notre écosystème et de nos valeurs, et éventuellement de les communiquer, soit en interne, on parle de gestion de connaissances, soit en externe, on parle d'expression, de communication, mais effectivement sans souci de ROI derrière. Et ça, on a beaucoup d'utilisateurs comme ça. Je suis un tout petit peu maladroit pour en parler, parce que ce sont des clients français que je connais un petit peu moins bien, mais on a ici Hélène, qui est notre directrice marketing produit, et Mathilde, qui est notre responsable vente et support en Europe, qui connaissent ces cas-là un petit peu plus précis, et en particulier le conseil général 33, c'est toi qui avait fait l'intégration chez eux, et depuis qu'ils ont fait ça, ça grandit chez eux. On a le Grand Lyon aussi qui nous utilise, on a pas mal de cas comme ça. Merci. On va passer à l'apéro. La séance est levée, entre guillemets. Je remercie encore Alban qui m'a affiché sur Twitter, puisque les tweets sont déjà partis sur le hashtag. Je remercie avant tout les partenaires, donc on répète, Publicis, Unité 30, qui nous a rejoint, et puis l'agence Be Angels. Merci à l'équipe, l'intégration de l'équipe Scoopit, mais qui n'est pas présente, mais on a Hélène Brevet et Mathilde, ils sont les 2 visages merveilleux féminins de l'équipe Scoopit. Et enfin, l'un des meilleurs, Marc Tourouvier.